Il est arrivé ce soir-là. Je croyais vraiment que je n'avais plus d'importance pour personne. Je m'appelle Daniel Mercé. J'avais 46 ans cet automne-là. Et depuis 3 semaines, je revivais sans cesse la même journée à Pittsburgh, en Pennsylvanie. La répétition avait quelque chose de presque mécanique. Cuisine, porche arrière, canapé, puis retour à la cuisine. Les heures ne passaient pas vraiment, elles se superposaient. Depuis la fermeture de la petite entreprise où j'avais travaillé près de 15 ans, la maison ne m'appartenait plus tout à fait. J'y circulais comme un invité fatigué, toléré mais inutile. Ce soir-là, le jardin avait l'air encore plus abandonné que d'habitude. L'herbe poussait en désordre, les fleurs le long de la clôture avaient cessé de lutter, et une tasse de café vide reposait sur ma botte, oubliée là depuis le matin. Je la fixais comme si elle m'avait trahi personnellement, comme si elle représentait tout ce que je n'arrivais plus à faire. Puis quelque chose bougea sous une planche penchée de la clôture, entre mon terrain et l'allée. D'abord, j'ai pensé à un écureuil. Mais non. C'était un minuscule chaton noir, maigre, nerveux, à peine âgé de quelques semaines. Un petit chat domestique à poil court, mais avec ce regard que seuls ont les animaux qui ont appris trop tôt que le monde n'est pas doux. Il s'est arrêté à quelques pas de moi. Il ne tremblait pas. Il ne suppliait pas. Il observait, comme s'il évaluait si j'étais digne de la seconde suivante. Il n'a pas miaulé. Il n'a pas demandé de nourriture. Il a avancé, lentement, a déposé un bouchon de bouteille en plastique au pied de la marche, puis a reculé brusquement, comme s'il venait d'accomplir une mission importante. Et j'ai ri. Pas un rire poli. Pas un sourire de circonstance. Un vrai rire. Celui qui vous surprend parce que vous ne vous souvenez plus de la dernière fois où il est sorti de vous. Le chaton s'est aplati au sol, attentif. Il attendait. Quand je me suis penché pour ramasser le bouchon, il a frémi légèrement de l'oreille, puis s'est retourné et a disparu par l'ouverture de la clôture, aussi vite qu'une ombre qu'on retire. Je suis resté là, avec ce ridicule petit objet dans la main, plus longtemps que je ne veux l'admettre. Et la chose la plus étrange, ce n'était pas qu'il me l'ait apporté. C'était que toute la nuit, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander s'il reviendrait le lendemain. Le soir suivant, je suis sorti plus tôt. J'ai prétendu que c'était par hasard. Ce ne l'était pas. Je me suis dit que c'était absurde. Un homme de 46 ans, assis sur un porche grinçant, à attendre un chaton comme s'il n'avait rien de mieux à faire. Mais à ce moment-là, peut-être que je n'avais effectivement rien de mieux. L'air était frais, chargé de cette humidité du début d'automne. J'étais presque convaincu qu'il ne viendrait pas quand j'ai vu la clôture bouger. Il était là. Même démarche prudente. Même regard calculateur. Cette fois, il portait une feuille jaune dans la gueule. Une feuille presque intacte, vive, lumineuse au milieu du sol terne. Comme s'il avait choisi la seule chose encore belle dans toute l'allée. Il l'a déposée plus près que la veille. Puis il s'est assis. Et il m'a observé. Il n'y avait rien de doux dans son expression. Pas de demande. Pas de faiblesse. C'était sérieux. Comme s'il avait décidé que c'était son rôle. Comme s'il avait vu un homme assis seul chaque soir et qu'il avait conclu que quelqu'un devait lui apporter quelque chose. Alors je suis rentré. J'ai trouvé 2 vieux bols. J'en ai rempli un d'eau, l'autre avec un peu de nourriture pour chat oublié depuis des années. Je les ai posés. Puis j'ai reculé. Il a attendu. Puis il s'est approché rapidement, bas sur ses pattes. Il a bu d'abord. Puis mangé, avec cette urgence des animaux qui ne croient jamais que le repas leur appartient vraiment. À partir de ce jour-là, j'ai commencé à garder ce qu'il m'apportait. Dans un tiroir de la cuisine. Sans savoir pourquoi. Le bouchon. Puis la feuille. Le 3e jour, une fleur sèche. Le 4e, une petite rondelle métallique trouvée Dieu sait où. Chaque fois, il arrivait au même moment. Juste au moment où cette pensée revenait. Celle que j'étais devenu inutile. Un soir, ma voisine Marissa m'a surpris accroupi près des marches, à observer ce chaton comme s'il me transmettait des secrets d'État. Elle l'a vu sortir de l'allée, déposer son offrande, puis disparaître. Elle a dit « Tu sais qu'il ne vient que pour toi, hein ?» Je l'ai regardé. Puis j'ai regardé l'endroit où il s'était tenu. Et cette phrase m'a frappé plus fort qu'elle n'aurait dû. Jusque-là, je pensais que c'était un hasard. Un chat errant qui passait par là. Mais après ça, ce n'était plus un hasard. C'était un rituel. Alors j'ai commencé à observer. Il venait toujours du même endroit. L'allée derrière les maisons. Un endroit que personne ne regardait vraiment. Des poubelles, un vieux garage tordu, des palettes empilées comme si elles se soutenaient mutuellement. Puis un soir, il n'est pas venu. J'ai attendu. 10 minutes. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Puis j'ai pris une lampe torche. Et je suis allé le chercher. C'est là que j'ai compris.
Il n'était pas coincé. Il était figé. Chaque bruit de métal dans le vent le faisait sursauter. Alors je me suis assis à quelques mètres de lui. Et j'ai dit « Ouais, moi non plus, j'ai pas envie de sortir. » Il ne s'est pas approché. Mais il n'a pas fui. Et pour la première fois, j'ai compris quelque chose. Il ne m'apportait pas seulement des objets. Il vérifiait si j'étais encore là, quand tout devenait inconfortable. Le lendemain matin, le téléphone a sonné. Un travail. Pas un rêve. Pas une opportunité brillante. Juste un travail. Et pourtant, une pensée m'a arrêté net. Si j'acceptais, je ne serais peut-être plus là quand il viendrait. C'était ridicule. Mais c'était réel. Et pour la première fois depuis des semaines, je faisais face à un choix. Le lendemain après-midi, l'air avait changé. Pas seulement la température. Quelque chose de plus diffus. Une tension dans les sons, dans les mouvements du quartier, comme si tout se préparait à bouger sans me prévenir. Marissa était dehors, penchée sur la terre le long de la clôture, arrachant des mauvaises herbes avec une concentration tranquille. Quand elle m'a vu, elle a hoché la tête vers l'allée derrière nos maisons. Juste pour que tu saches, ils vont nettoyer derrière, la semaine prochaine. Le duplex abandonné a été vendu. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par nettoyer. Elle a haussé les épaules. Rien de dramatique. Des ouvriers, des camions, du bruit, ils vont dégager tout ce qui traîne. Les vieux trucs, les palettes, le garage. Rien de dramatique. Mais pour un chaton qui disparaissait chaque nuit dans cette allée, ça voulait dire autre chose. Ses cachettes, ses chemins, les endroits qu'il connaissait. Tout pouvait disparaître en une journée. C'est à ce moment-là que tout a changé. Ce n'était plus une petite histoire étrange sur un porche. Ce n'était plus un détail dans mes journées vides. C'était une décision. J'avais besoin de ce travail. Mais si je retournais à une vie où seule la survie comptait, si j'ignorais le seul être qui, d'une manière incompréhensible, avait décidé de me faire confiance, alors qu'est-ce que j'avais réellement appris? Ce soir-là, il est venu plus tard. Il avançait prudemment, quelque chose traînant dans sa bouche. Un petit morceau de ficelle usée. Presque rien. Un débris insignifiant. Mais quand je l'ai ramassé, ça m'a frappé. Comme un fil. Fragile. Facile à casser. Mais suffisant pour retenir quelque chose. Cette nuit-là, j'ai arrêté de me mentir. Le nourrir sur le porche ne suffisait plus. Pas avec le froid qui arrivait. Pas avec l'allée qui allait disparaître. Si je voulais vraiment faire ce qui était juste, je devais le sortir de là. Le lendemain, Marissa est revenue avec une caisse de transport et une vieille serviette qui sentait la lessive. Elle m'a montré comment la poser sur le côté pour qu'elle ne ressemble pas à un piège. Pas de geste brusque. Pas de pression. Ne le fixe pas. Et surtout, ne sois pas tendu. Ils le sentent toujours. J'ai hoché la tête. J'ai essayé d'écouter. Mais quand il est arrivé et qu'il a vu la caisse, tout a changé. Il s'est figé au milieu du jardin. Pas comme avant. Pas avec prudence. Avec méfiance. Il n'a pas fui immédiatement. Et c'était presque pire. Il regardait la caisse. Puis moi. Puis la caisse à nouveau. Et lentement, il a reculé. Comme si je venais de mentir dans une langue qu'il comprenait parfaitement. Ce soir-là, il ne s'est pas approché. Il a laissé une petite feuille enroulée dans l'herbe, à quelques mètres de la marche. Puis il a disparu. Le lendemain, c'était une languette de canette. Même distance. Même message. Je suis resté dans la cuisine après ça, la caisse près de la porte, incapable de me débarrasser de ce malaise. Et je savais pourquoi. Quand l'entreprise a fermé, les gens m'ont proposé des solutions. Des conseils. Des étapes à suivre. Ils voulaient aider. Mais quand on est déjà à bout, ces solutions ressemblent à une pression. Comme si on vous disait « On doit te faire avancer maintenant, avant que tu deviennes un problème. » Et moi, je faisais exactement ça avec lui. Cette nuit-là, j'ai ouvert le tiroir. J'ai tout étalé sur la table. Le bouchon, la feuille jaune. La fleur sèche, la rondelle, la ficelle. Ça ressemblait à rien. Une collection absurde. Mais ce n'était pas du hasard. C'était une preuve. La preuve qu'un être minuscule et méfiant m'avait choisi. Encore et encore. Et la question que je ne pouvais plus éviter était simple. Quand ça devient difficile, est-ce que je vais le choisir, moi aussi? Le tournant est venu le lendemain matin. Silencieux. Je me suis réveillé avec cette lourdeur familière. Celle qui rend même les gestes simples inutiles. Me laver le visage semblait trop. Faire du café, inutile. J'ai juste enfilé mon vieux sweat et ouvert la porte arrière. Et je me suis arrêté net.
sur les planches du porche, juste devant la porte. Tout était là. Pas jeté. Pas dispersé. Dispose. Une feuille rouge. Une languette argentée. Un petit pétale blanc. Un morceau de ficelle d'os. Une pierre grise. Chaque objet était placé avec un espace entre eux. Presque aligné. Comme s'il avait pris son temps. Comme s'il était revenu plusieurs fois pendant la nuit. Je suis resté immobile. Longtemps. C'était simple. Mais ça m'a frappé plus fort que n'importe quelle parole. C'était un message. Je suis revenu. Je t'ai cherché. Tiens. Garde ça. Ma gorge s'est serrée si vite que j'ai dû m'asseoir. Et pour la première fois depuis des semaines, je ne me suis pas vu comme un homme perdu. Je ne pensais pas à mes échecs. Je pensais à un chaton qui avait passé sa nuit à m'apporter des choses. Comme si me ramener au matin était une tâche importante. Je suis rentré. J'ai pris mon téléphone. Et j'ai rappelé pour l'entretien avant de pouvoir changer d'avis. Je n'ai pas annulé. J'ai juste demandé à venir un peu plus tard. L'homme a accepté. Puis j'ai pris la caisse. Et je l'ai rangée dans la buanderie. Hors de vue. Pas de piège. Pas de pression. J'ai mis les petits objets dans ma poche. Et je suis allé vers l'allée. Sans plan. Le vent s'était calmé. Mais tout semblait déjà différent. Comme si le monde se préparait à bouger. Et cette fois, je savais que je ne pouvais pas le forcer. La seule chose qui comptait, c'était: est-ce qu'il allait me faire confiance? Assez pour sortir avant que tout disparaisse? En fin d'après-midi, l'allée n'était déjà plus la même. Ce n'était pas le chaos. Pas encore. Mais ce calme fragile avait disparu, remplacé par un bruit constant, pratique, impersonnel. Le genre de bruit qui dit clairement que le monde avance, avec ou sans vous. Des hommes déplaçaient des planches tordues près du vieux garage. Une benne grinçait sur le béton. Le métal claquait. Un moteur tournait au loin. Je me suis arrêté au bord de l'allée, les mains dans les poches, le cœur trop rapide. Je ne l'ai pas vu tout de suite. Mais je l'ai entendu. Ce petit froissement rapide que j'avais appris à reconnaître. Quelque chose de vivant. De leger. De nerveux. Puis je l'ai aperçu. 2 yeux. Juste 2 points sombres dans un espace étroit entre des planches empilées et le mur du garage. Il n'était pas coincé. Il pouvait partir. Mais la peur le tenait en place plus fermement que n'importe quelle barrière. Son corps était replié, presque invisible. Ses oreilles basses. Chaque muscle tendu comme s'il cherchait à disparaître complètement. Je ne pouvais pas courir vers lui. Je ne pouvais pas le prendre. Je ne pouvais pas transformer ce moment en piège. Alors je me suis assis. Là, dans la poussière, au milieu du bruit, à portée de tous les regards. Et j'ai sorti les objets de ma poche. Un par un. Le bouchon. La feuille jaune. La fleur sèche. La rondelle. La ficelle. La pierre. Je les ai posés entre nous. Comme il l'avait fait. Ma voix est sortie plus basse que je ne l'attendais. Je sais ce que ça fait. Je n'avais pas prévu de parler. Mais les mots sont venus quand même. Quand tout bouge autour de toi, et que t'es censé faire comme si c'était normal. Le métal a claqué derrière moi. Quelqu'un a crié quelque chose que je n'ai pas compris. Je n'ai pas bougé. Je suis là, d'accord? Je pars pas en premier. Il n'est pas venu tout de suite. D'abord, son nez. Puis une patte. Puis lentement, très lentement, tout son corps. Chaque mouvement était hésitant, précis, comme s'il testait le sol avant de lui faire confiance. Il s'est approché des objets. Il les a sentis un par un. Comme pour vérifier qu'ils étaient réels. Qu'ils étaient bien là. Puis il a levé les yeux vers moi. Et pour la première fois, il s'est approché assez près pour me toucher. Juste un contact. Son front contre mon doigt. Rien de plus. Mais dans ce geste minuscule, il y avait quelque chose d'immense. À cet instant, j'ai compris. Sauver quelqu'un, ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est simplement 2 êtres effrayés qui décident de se faire confiance. Je ne l'ai pas pris immédiatement. Je ne l'ai pas brusqué. Je me suis levé lentement. J'ai reculé. Je lui ai laissé un espace. Et il m'a suivi. Pas collé. Pas sûr. Mais présent. Pas après pas, nous avons quitté l'allée. Le bruit est resté derrière nous. Et pour la première fois, il n'a pas disparu avant d'atteindre la clôture. Quand nous sommes arrivés au jardin, il s'est arrêté. Il a regardé la maison. Puis moi. Puis la marche. Comme s'il savait que quelque chose allait changer. Je me suis assis. Comme les autres soirs. Sans bouger. Sans insister. Quelques secondes ont passé. Puis il a avancé. Il a posé une patte sur la première marche. Puis une autre.
Et il est monté. Pas comme un animal capturé. Comme un animal qui choisit. Cette nuit-là, il est resté. Pas prêt. Pas encore. Mais dans la maison. Dans un triangle invisible entre la table, le mur et une vieille chaise. Il mangeait seulement si je restais à distance. Si je bougeais trop vite, il disparaissait. Si un bruit éclatait, il s'effigeait. Mais la nuit. Il venait. Je l'ai compris un soir où je me suis réveillé à moitié endormi sur le canapé. Une petite silhouette noire au bout du couloir. Il me regardait. Il vérifiait. Puis il repartait. Comme il l'avait toujours fait. S'assurer que j'étais encore là. Quelques jours plus tard, je lui ai donné un nom. Rock. Pour sa couleur. Pour sa manière de se déplacer. Et parce qu'il ne faisait jamais rien à moitié. Même ses petits objets avaient toujours été des décisions. Je suis allé à l'entretien. Je me suis assis dans un bureau impersonnel, sur une chaise en plastique, et j'ai répondu aux questions. Sans grande ambition. Sans discours. Juste, comme quelqu'un qui essaie de revenir. Quand ils m'ont rappelé, ça n'a pas ressemblé à une victoire éclatante. Mais ça ressemblait à quelque chose de solide. Un rythme. Une direction. Une raison de se lever. Et le matin, juste avant de partir, il y avait toujours quelque chose. Près de la porte. Un morceau de papier. Une feuille. Une ficelle. Une fois, un objet tellement ridicule que j'ai ri tout seul dans la cuisine. Je ne les garde plus dans un tiroir. Maintenant, ils sont dans un petit bocal en verre, sur le rebord de la fenêtre. Pas comme un souvenir triste. Pas comme une preuve que j'étais perdu. Mais comme un rappel discret. Que même au moment où je pensais avoir disparu de ma propre vie. Un petit chat noir fatigué m'a regardé. Et a décidé que j'étais quelqu'un vers qui revenir. C'est comme ça que je suis revenu, moi aussi. Pas grâce à un grand plan. Pas grâce à un miracle. Mais grâce à un chaton, qui ne pouvait pas parler. Et qui, pourtant, trouvait toujours un moyen de me dire que j'existais encore.